L'Occident fournit des armes à l'Ukraine qui sont utilisées ensuite dans des objectifs terroristes et donc les pays occidentaux donnent carte blanche à l'Ukraine pour utiliser ces armes comme elle le veut. Et vous savez que quand ces armes ont franchi la frontière de l'Ukraine, et à ce moment-là, ces Occidentaux disent que ces armes ne sont plus à nous, donc les Ukrainiens peuvent faire ce qu'ils veulent de ces armes. Ils peuvent les utiliser comme bon leur semble. C'est Stoltenberg et Borrell qui ont tenu des propos similaires et bien d'autres. Responsables politiques de l'Union européenne et de l'OTAN. Et donc aujourd'hui, quand il y a des discussions sur le fait que Blinken et Lémy sont allés à Kiev, donc c'est une mise en scène. On comprend bien. Il ne faut aucun doute pour nous que les décisions de lever les restrictions à l'emploi de ces armes à longue portée pour attaquer le territoire de la Fédération de Russie. Ces décisions ont été prises il y a longtemps, nous le savons très bien. Et donc nous avons ici une illustration de cette politique et nous comprenons très bien que les pays occidentaux ont lancé cette guerre pour nous infliger une défaite stratégique. Mais je le rappelle, je l'avais déjà dit, je le dis encore une fois, que ces mêmes objectifs sont initiés par de grands acteurs de l'histoire des relations internationales comme Hitler et d'autres. Et on sait que ceux qui gardent conscience comprennent bien qu'il ne faut pas oublier ce qui se produit dans l'histoire. En tout cas, on voit que l'OTAN fournit, outre des armes, à l'Ukraine des données issues du renseignement aérien et spatial, et cela permet d'effectuer des frappes sur des cibles définies sur le territoire de la Russie, en profondeur, contre des sites d'infrastructures civiles, contre des immeubles, contre des infrastructures militaires, et aussi tout simplement des infrastructures sociales, des écoles, des jardins d'enfants. Les spécialistes occidentaux coordonnent les actions qui sont lancées contre la Russie pour effectuer ces frappes en fixant des plans de vol pour les drones. Cela se fait par le biais de systèmes et d'instructeurs qui accompagnent les livraisons de ces armements. Autrement, avec ces armes complexes, les Ukrainiens ne pourraient pas obtenir les objectifs fixés. Donc il y a des spécialistes occidentaux qui savent se servir de ces armements, qui en connaissent les règles de manipulation, et les services secrets ukrainiens se servent de tout ça, et parallèlement, cherchent à impliquer des islamistes dans des actes terroristes et nous remercions tous ceux qui sont présents ici pour les condoléances que vous avez exprimées au mois de mars dernier après l'attentat du Crocus qui a emporté la vie de plus de 140 personnes. En tout cas, on a les témoignages de l'implication de l'Ukraine dans des actes terroristes, qui ont été organisés, notamment puisqu'ici, dans ce cas présent, l'Ukraine avait organisé des voies d'évacuation pour ces terroristes. Et ce n'est pas la première fois que les services ukrainiens utilisent des extrémistes islamistes. Maintenant, nous avons les informations, nous savons comment le renseignement ukrainien a agi dans la région d'Idlib en Syrie et cherche à recruter des hommes de Nusra al-Nusra, qui aujourd'hui s'appelle Irat al-Sham, pour les utiliser dans des attaques odieuses contre nous. Et n'oublions pas que dans d'autres secteurs du combat, c'est par exemple aussi en Afrique, dans le Sahel, où, avec les extrémistes recrutés, est menée une attaque terroriste contre les troupes gouvernementales de plusieurs pays du Sahel. Après la conférence de Bürgenstock, et je sais que certains d'entre vous avaient été représentés à cette réunion, et vous savez probablement, les décisions qui ont été affichées là-bas et qui consistent à dire qu'il faut continuer d'une façon ou d'une autre à promouvoir le forum de Zelensky, que c'est leur catéchisme, leur Coran, c'est un livre sacré pour eux, dont on ne peut s'écarter. Ça a été dit par les Ukrainiens eux-mêmes, notamment par Zelensky, et ses protecteurs occidentaux. Donc ce processus de Bürgenstock fait qu'il y a une conférence fin août d'un groupe de travail sur la sécurité énergétique et le document qui avait été discuté là-bas et dont j'ai pris connaissance disait qu'il est nécessaire de faire tout pour assurer l'interdiction des attaques contre les infrastructures civiles en conformément à l'organisation qui avait pour but de protéger les sites civils et notamment les sites d'infrastructures énergétiques pour éviter que la Russie les frappe. Et donc, fin août, cela avait été dit et il y avait un appel à ne pas attaquer les infrastructures civiles et à restaurer ces infrastructures qui étaient à cet égard. Je tiens à dire que nos troupes ne frappent que les infrastructures qui sont liées directement à l'organisation d'opérations de combat. Donc nous frappons les sites dont dépendent les actions, les opérations ukrainiennes contre notre pays. En particulier à l'intérieur du territoire de la Fédération de Russie. Mais, curieusement, tous ceux qui veulent aider l'Ukraine à préserver son alimentation énergétique ne sont pas attentifs à ce que Kiev a commencé à faire sur la ligne de contact en frappant les infrastructures civiles et énergétiques de la Russie. Et bien avant cela, avant de corriger, de rédiger notre stratégie, ils avaient eux-mêmes détruit la centrale hydraulique avec la mort de 200 personnes et nous considérons cela comme un acte terroriste. Et la carte de visite de l'Ukraine, c'est finalement le terrorisme que nous voyons ici avec des tentatives de frappe contre les centrales nucléaires près de Saint-Pétersbourg, près de Kursk ou près de Zaporozhye et le 11 août encore il y a eu donc une frappe effectuée contre la tour de refroidissement, une des deux tours de refroidissement de cette centrale Zaporozhye et les pays occidentaux ont regardé ça de façon extrêmement légère alors que les actions de leurs marionnettes auraient pu entraîner des conséquences catastrophiques comparables à ce qui s'était passé à Tchernobyl et dont l'Europe elle-même a souffert.
Et donc la situation dans ces centrales est tendue. Au cours de la visite le 27 août du directeur de l'AEA le 27 août, Raphaël Grossi, il a constaté les conséquences des frappes menées par les Ukrainiens. Il a bien vu que c'est la centrale nucléaire de Kour qui avait été directement visée. Nous avons préparé une documentation pour vous. Et nous voyons que ces frappes, qui ont été menées aussi dans d'autres territoires de la Fédération de Russie, constituent des attaques terroristes de la part des autorités de Kiev. Nous avons les preuves que des civils ont été assassinés, des ambulances ont été visées, des sauveteurs ont été agressés, il y a des cas de pillage, et si vous voulez, on peut vous présenter une petite vidéo. Donc j'ai mentionné le fait que dans leurs instincts terroristes, le régime ukrainien et ses sbires utilisent ce genre de méthodes, et notamment sur le continent africain, et des responsables officiels des responsables du renseignement ukrainien, l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal, ont dit ouvertement que fin juillet, au début, au nord du Mali, lors d'une attaque contre les troupes présidentielles, avaient agi des soldats ukrainiens. Et comme vous le savez, le Mali a immédiatement rompu les relations diplomatiques avec l'Ukraine et beaucoup de pays africains ont condamné. Et le Burkina Faso a lancé un projet de résolution au Conseil de sécurité de l'ONU pour appeler l'Ukraine à cesser de soutenir le terrorisme en Afrique, notamment dans la région du Sahel. Et en parlant de la nécessité d'assurer la sécurité des sites énergétiques essentiels, on ne peut pas fermer les yeux devant ce spectacle qui a été organisé il y a 2 ans par les attentats, la destruction d'eux. Et je ne peux pas ne pas rappeler que nous avons adressé de nombreuses demandes à l'Allemagne, des demandes d'aide juridique et aucune d'entre elles n'a été satisfaite. Nous nous étions adressés aussi à la Suède. Nous avons adressé des documents officiels. Nous n'avons reçu non plus aucune enquête, aucune réponse. Et ils ont organisé des enquêtes personnelles à leur niveau national dans une absence totale de transparence. Et notamment quand il y a eu des articles dans la presse occidentale expliquant comment cet attentat avait été organisé, on entendait quelques personnages rire. On nous a raconté qu'ils avaient acheté, ils avaient utilisé un canon, ils étaient descendus, ils avaient posé des explosifs et étaient repartis. Si vous pouvez croire cette version. Ou alors il n'y a que ceux qui craignent la vérité qui peuvent croire ça. Nous n'abandonnerons pas notre combat, nous continuerons à chercher, à savoir, la vérité, à promouvoir la transparence contre ceux qui bloquent l'enquête, c'est-à-dire les États-Unis, la Grande-Bretagne. Nous disons que nous avons parfaitement confiance en l'enquête. Mais par exemple, quand le Venezuela a organisé ses élections, et quand les résultats ont été communiqués selon lesquels le président Maduro avait été réélu, nul autre que Berlin avec d'autres membres de l'Union européenne ont officiellement mis en doute les résultats des élections et exigé, j'attire votre attention là-dessus, de mener une enquête sur la façon dont s'étaient déroulées ces élections. C'est-à-dire que le Venezuela, à travers l'océan, suscite un tel intérêt de la part des Européens qui réclament une enquête sur le fait. Alors que sur le fait qu'un objet d'infrastructure énergétique essentielle, censé assurer la pérennité de la sécurité énergétique du pays, et qui se produit sur le territoire de l'Allemagne elle-même, tout cela est mis sous le tapis. Et tout ce que les États-Unis ont décidé, cela sera respecté. Et c'est très regrettable de voir que l'Europe et l'Allemagne, qui étaient autrefois un pays leader, s'accommodent de cette situation de soumission aux États-Unis. Et évidemment, nous cherchons à faire en sorte que tous ces faits soient l'objet d'une enquête détaillée et ne soient pas ignorés. D'ailleurs, le régime de Kiev terrorise aussi ses patrons occidentaux. Je suis certain que l'enquête sur Nord Stream aboutira, nous verrons bien qui sont les exécutants qui étaient dotés de la technologie nécessaire, mais le fait qu'il y a ce chantage qui est fait à l'égard de la Slovaquie et de l'Hongrie qui occupent une position équilibrée sur toutes ces questions face à Ursula von der Leyen qui veut assurer la défaite de la Russie. Et donc l'Ukraine a cessé le transit du gaz russe et a coupé alors qu'il y a des contrats, il y a des obligations contractuelles. Et il est clair que cela n'a pas pu se faire sans les conseils occidentaux à Kiev d'exercer une pression sur Budapest et Bratislava, qui sont donc condamnés pour avoir occupé une position personnelle, et qui, justement, ont voulu refuser de continuer à livrer des armes à l'Ukraine. Bref, on a ici 2 pays qui expliquent clairement, en Slovaquie et en Hongrie, qui expliquent à leurs électeurs ce qui se passe. Et Robert Fico, par exemple, a dit clairement ce qui se passait et qu'il savait très bien que des militaires ukrainiens menaient les combats en brandissant des drapeaux nazis et des insignes nazis et que ces instincts se manifestaient pas seulement de façon extérieure en portant des insignes sur le camouflage, mais dans la façon dont les opérations sont menées, et comme ce que vous venez de voir quand des prisonniers sont fusillés, les yeux fermés. Et en réponse à ces opinions données, le Premier ministre Fico et un représentant du ministère de la Défense ukrainien a cherché à l'accuser en disant qu'il portait atteinte à l'honneur des militaires ukrainiens. Et l'ancien président ukrainien, Zelensky, disait que l'armée ukrainienne était un modèle de comportement. Et donc maintenant, les choses sont très claires. Et évidemment, le régime de Kiev continue de terroriser sa propre population. Le 20 août a été adoptée une loi qui interdit pendant
alors que dans les faits ça a existé depuis plusieurs mois, l'Église orthodoxe d'Ukraine. Donc c'est l'accord final sur le plan des persécutions contre l'Église canonique orthodoxe, qui dure depuis déjà des années, avec des attaques contre les églises, contre des brimades contre les paroissiens, et les autorités ont plusieurs fois, par la force, confisqué des biens de cette Église pour les transmettre à l'autre Église artificiellement créée d'Ukraine. En 2018, par le président Poroshenko, qui était venu exprès voir le patriarche universel Barthélemy qui se définit comme de Constantinople, mais qui travaille à Istanbul. Et c'était une opération organisée avec des représentants américains, notamment l'envoyé spécial sur ces questions-là, et qui a forcé le président ukrainien, avec le patriarche orthodoxe qui vit là-bas, de lancer ce mouvement d'interdiction et d'élimination de l'Église orthodoxe d'Ukraine par le biais d'une organisation. Et on voit que si le peuple ukrainien résiste, alors à ce moment-là, il faut légalement interdire cette Église. C'est la décision et tout cela, tout ce qui est lié au monde russe, fait l'objet de cette persécution. Tout ce qui parle russe, tout ce qui est ethniquement russe, parmi les citoyens ukrainiens, est le groupe le plus discriminé, et en fait il n'y a pas que, sont également discriminés les Biélorusses et d'autres Ukrainiens qui veulent simplement parler russe. Ils sont très nombreux, les Arméniens, les Juifs, les Grecs et les représentants d'autres minorités nationales. Donc des lois ont été adoptées qui interdisent de pratiquer les langues nationales, les langues ethniques. Avec les enfants, la presse dans les autres langues est interdite. Et on voit cette élimination. Et dans l'ensemble, on voit aussi, ces persécutions se manifestent aussi dans des licenciements de force. En tout cas, toutes ces mesures sont prises, avec un soin particulier contre ce qui est russe, contre la minorité russophone. Alors que la constitution ukrainienne stipule toujours que l'État garantit aux minorités russophones, c'est précisément indiqué, garantit donc le droit à tous ces groupes de pratiquer leur langue. Mais quand l'Ukraine est attirée difficilement vers l'Union européenne, alors qu'elle occupe des positions juridiques résolument opposées aux principes de l'Union européenne, donc on voit tout cela. Et pourtant, ils ont adopté une feuille de route qui dit que l'Ukraine doit remplir ses obligations en matière de minorité nationale. Et ça, je dirais que c'est un pas audacieux de la part de l'Union européenne, parce qu'elle touche au cœur de ce qui, justement, fait le régime de Kiev. Nous pouvons y revenir au cours de notre discussion. En tout cas, malgré les agissements terroristes réguliers, les interdictions de tout ce qui est russe sous tous ses aspects, l'extermination de tout ce qui est russe en Ukraine et les brimades contre les autres minorités nationales en Ukraine, on sait que les Américains accordent beaucoup d'argent pour financer cette guerre menée par l'Ukraine contre tout ce qui est russe. Washington a fourni encore à l'Ukraine 170 millions de dollars. Washington a dépensé à l'aide à tous les pays au cours de l'année financière 24. Pour la seule Ukraine, 3 fois plus d'argent a été accordé qu'aux autres pays. Et donc on voit aussi la participation de l'Union européenne qui ici depuis a accordé 80 milliards de dollars d'euros pour aider les pays développés. Pour 8 ans, les pays en développement bénéficieront de 110 milliards. Donc faites la comparaison entre ce qui est accordé à l'Ukraine et les autres pays. Je voudrais attirer votre attention aussi. En fait, il y a beaucoup de discussions qui se font là-dessus en matière de droit international, mais des initiatives sont proposées par des pays notamment qui sont représentés ici et tous parlent du droit international en soulignant le fait que tout règlement doit s'appuyer sur le droit international et en s'appuyant sur la base du droit international. Mais ce n'est pas les méthodes des autorités de Kiev qui, depuis longtemps, cherchent à nous accuser. En disant que la Russie a enfreint le mémorandum de Budapest de 1994 et que donc la Russie, comme un des pays signataires garantissant, a été la première à enfreindre le droit international. D'autres discussions de ce terme ont été proférées après le coup d'État de 2014. D'abord, il ne faut pas transformer le statut du document et lui ajouter un contenu qu'il n'a pas. Nous, avant tout, nous notons que Kiev a enfreint gravement ses obligations en procédant à ce coup d'État qui a été organisé par les États-Unis d'Amérique et la Grande-Bretagne. Ce coup d'État n'a pas été accepté par la majorité de la population ukrainienne qui a refusé de se soumettre aux putschistes. Donc ces putschistes ont lancé une opération en terrorisme contre la population. Enfin tout ça vous le savez. Quand en 2014 a été organisé ce coup d'État, justement c'est là que l'intégrité territoriale de l'Ukraine a été enfreinte. Et tout juriste sait cela parfaitement. D'autre part, Kiev pendant de longues années a mis dans la vie du pays à un ultranationalisme en discréditant les minorités nationales et dans une déclaration commune les dirigeants russes, ukrainiens, britanniques et européens avaient dit en signant le mémorandum de Budapest que ce mémorandum était conclu dans le contexte de la confirmation de toutes les obligations prises dans le cadre de l'OSCE pour lutter contre l'agression du nationalisme et du chauvinisme. Donc, encore une fois, ici, la faute ne nous incombe pas. Ce n'est pas nous qui ont repoussé, écarté l'Ukraine de la voie de la neutralité, parce que le mémorandum de Budapest, qui était la seule chose qui garantissait à l'Ukraine et à toute autre puissance nucléaire, parce que toutes les puissances qui avaient signé cet accord,
en disant que personne n'utiliserait l'arme nucléaire contre l'Ukraine. C'est la seule obligation. Encore une fois, cela a été enregistré. Et dans la déclaration d'indépendance de l'Ukraine, qui est toujours efficace, elle avait promis de rester en dehors de tout bloc, que ce soit l'OTAN ou tout autre bloc à caractère politique et militaire. Et bien entendu, nous n'avons jamais pris l'obligation de nous. Continuons à honorer le mémorandum de Budapest, mais encore une fois, on ne peut pas reprocher à la Russie d'avoir enfin. Nous sommes attachés, le président l'a dit il y a de nombreuses reprises, à une solution européenne, à une solution au conflit. Lors du Forum oriental, il l'a encore dit, et il l'avait dit aussi le 14 juin devant le ministère des Affaires étrangères, mais nous sommes prêts à une véritable diplomatie, ce que nous ne constatons pas pour l'instant. Les pays occidentaux continuent à vouloir maintenir l'Ukraine dans un contexte d'ultimatum. Nos amis arabes disent qu'il n'y a pas de Dieu hors Allah. Or, pour eux, c'est pareil. Ils disent qu'il n'y a pas d'autre solution en dehors du plan de Zelensky. La comparaison est peut-être malvenue. Mais en tout cas, on est dans une situation qui est une impasse où on se sert de menaces d'ultimatum pour parvenir à des résultats. Et donc on a de plus en plus de pays ici qui souffrent de tout ça. Hier, il y a eu une nouvelle réunion à Kiev. Il y a eu une nouvelle réunion du Forum dit de Crimée. Nous n'avons rien vu de nouveau. Et les organisateurs du sommet de Bruggenstock cherchent à mettre en place une formule, le processus de Copenhague. Et sur cette base, ils veulent mettre en place une coalition. Zelensky, d'ailleurs, a dit en intervenant hier. Sur cette plateforme, il a dit que nous nous rapprochons immanquablement du temps où la Crimée sera libérée ainsi que d'autres territoires ukrainiens et nous pourrons procéder à la réintégration de la péninsule. Mais il l'avait déjà dit plus tôt, et ses proches l'ont dit, qu'il verrait l'intégration de la Crimée et d'autres territoires qui reviendraient. Déjà bien avant le début de notre opération, le 5 août 2021, M. Zelensky, dans une interview largement diffusée, avait dit « Si tu vis en Ukraine, y compris les territoires occupés du Donbass. Et si tu considères que nous sommes Russes et liés à la culture russe, alors c'est une grande erreur de rester là, sans l'Ukraine, sur ce territoire. Il n'y aura pas de civilisation sur ce territoire ou en. Cela nous rappelle la race supérieure proférée dans les années 30 qui voulait apporter la civilisation à l'Europe. Donc il n'y aura pas de civilisation sans l'Ukraine dans ces territoires. C'est ce qui a été dit pour l'avenir de vos proches. Si vous aimez la Russie et que vous êtes sur le territoire de l'Ukraine, et si vous sentez que vous êtes lié à la culture russe, alors vous devez comprendre que pour votre bien et celui de vos enfants, vous devez ramasser vos affaires et dégager de ces territoires vers la Russie. Donc purification ethnique, exactement, c'est à peu près ce qu'on voit aujourd'hui dans des conflits, notamment ce qu'on fait au niveau du Kosovo contre les Serbes, qui sont repoussés par des méthodes administratives et militaires. Et c'est le projet de ces nazis qui sont à Kiev. Monsieur Podolyak, conseiller de Zelensky, avait déclaré en 2022 « Je suis pour que à Kharkov, Lugansk et Donetsk, on oublie le mot russe ». Le représentant de la Rada, Stefan Chouk, avait dit qu'aucune minorité nationale russe n'existe ni ne doit exister. C'est le représentant du Parlement qui doit être le garant de la Constitution. Et donc, il y avait des garanties qui ont été inscrites dans la Constitution et dans d'autres documents sur la protection des minorités nationales. Voilà, Podolyak encore, en parlant de cela, avait dit qu'il allait réintégrer la Crimée. Ce chef de l'appareil présidentiel avait dit qu'en Crimée, il ne peut pas y avoir de plage, de zones touristiques et de signes de vie civile. La Crimée est un grand camp militaire et un entrepôt de munitions. Et là-bas, en Crimée, il y a beaucoup d'objectifs militaires que les Russes cherchent à cacher sous des sites civils et les citoyens qui vivent en Crimée ne sont rien d'autre que des occupants. C'est à peu près de la même façon que s'était exprimé ceux qui avaient fait le coup d'État de 2014, coup d'État nazi. Ils avaient déclaré terroristes ceux qui n'étaient pas d'accord avec eux et avaient lancé, et c'est la même chose maintenant, ils avaient lancé cette opération antiterroriste, tuant des civils et en abattant, en bombardant des écoles, des hôpitaux, des établissements administratifs. Et c'est la même chose que ce qu'ils font en ce moment à Kursk. Ils tuent des civils en proclamant mort aux Russes. Donc nous avons déjà un cas comme ça. En parlant avec nos amis du Kazakhstan il y a quelques années, l'ambassadeur d'Ukraine au Kazakhstan, dans une interview officiellement, et ça avait été diffusé, avait déclaré en répondant à une question, « Notre objectif principal est de tuer le maximum de Russes. Parce qu'à ce moment-là, nos enfants, on aura moins à tuer comme ça. » Donc vous voyez, tous ceux qui veulent comprendre ce qui se passe, et tous ceux qui organisent le régime de Kiev, et dans d'autres régions qui veulent se retrouver. Donc ils préparent ce que je viens de vous dire. Ils ne s'en cachent pas. Et s'ils mettent en œuvre ce qu'ils ont décidé, ils seront encore plus cruels que ce qu'on entend. Sur le fond de tout cela, dans la plateforme de Crimée, hier, Zelensky a dit que notre plus grande valeur, ce sont les citoyens ukrainiens qui sont aujourd'hui dans les territoires occupés. Je ne sais pas comment interpréter cela.
Le discours de Sergueï Lavrov, prononcé dans un contexte géopolitique extrêmement tendu, illustre la vision stratégique de la Russie face à ce qu'elle perçoit comme une campagne agressive et concertée de l'Occident pour affaiblir sa position sur la scène internationale. En se référant aux livraisons d'armes de longue portée à l'Ukraine, Lavrov affirme que ces décisions, visant à lever les restrictions sur leur usage contre le territoire russe, ont été prises depuis longtemps. Cela démontre, selon lui, une volonté des pays occidentaux de mener une guerre par procuration contre la Russie, afin de lui infliger une défaite stratégique. Lavrov met ainsi en garde contre l'escalade militaire, laissant entendre que la Russie ne se laissera pas intimider et qu'elle est prête à répondre fermement à toute nouvelle menace. En élargissant son analyse, Lavrov s'en prend à la politique occidentale plus globale, qu'il décrit comme une tentative de marginaliser la Russie sur tous les fronts. Il évoque notamment la démolition des monuments soviétiques en Europe de l'Est, en la qualifiant d'effort pour réécrire l'histoire et effacer l'influence historique et culturelle de la Russie. Cette démarche de décommunisation, interprétée par Moscou comme une attaque contre l'héritage russe, est, dans les propos de Lavrov, un symbole d'une volonté plus large de l'Occident de réduire le rôle de la Russie dans l'histoire mondiale. Sur le plan économique, Lavrov critique vivement les sanctions imposées à la Russie, qu'il présente comme une guerre économique visant à paralyser l'économie russe. Ces sanctions, souvent justifiées par les actions russes en Ukraine, sont dénoncées par Lavrov comme des instruments d'un néocolonialisme occidental cherchant à maintenir une hégémonie mondiale. En réponse à cette offensive économique, Lavrov met en avant les efforts de la Russie pour bâtir un monde multipolaire, en se tournant vers des partenaires comme la Chine, l'Inde et l'Iran, avec qui Moscou cherche à établir une alternative au système mondial dominé par l'Occident. Le discours de Lavrov va plus loin en dénonçant la manipulation de l'opinion publique mondiale par les médias occidentaux, qu'il accuse de mener une véritable guerre de l'information contre la Russie. Selon lui, ces médias déforment systématiquement l'image de la Russie pour justifier les actions hostiles à son encontre, contribuant ainsi à la polarisation de la communauté internationale. Enfin, Lavrov conclut en réaffirmant la résilience de la Russie face à ses tentatives d'isolement et de marginalisation. Il insiste sur le fait que, malgré les sanctions et les pressions, la Russie reste une puissance incontournable, prête à défendre fermement ses intérêts nationaux et sa souveraineté. Ce discours vise non seulement à galvaniser l'opinion publique russe en cultivant le patriotisme, mais aussi à envoyer un message clair à l'Occident: la Russie ne se laissera pas écraser et continuera à résister aux tentatives de l'affaiblir sur le plan international. En consolidant ces éléments, Lavrov trace un portrait d'une Russie sous siège, mais prête à riposter, tant sur le plan militaire que diplomatique. Sa rhétorique met en avant une défense de la souveraineté nationale, tout en dénonçant ce qu'il considère comme une hégémonie occidentale, et réaffirme le rôle central que la Russie entend jouer dans un monde multipolaire. Partagez avec nous vos avis en commentaire. À très bientôt.